Un homme raciste gifle un enfant noir en plein vol. Quelques secondes plus tard, un inconnu se lève et tout change. Le bruit de la chair frappant la chair a instantanément fait taire la cabine. 237 passagers se sont figés, suspendus sous le choc collectif, tandis que le craquement résonnait dans l'air pressurisé du vol 1742. Marcus Williams, 16 ans, a fait basculer sa tête sur le côté. Sa joue a instantanément été illuminée. Des yeux écarquillés d'incrédulité et d'humiliation se sont posés sur lui. Le visage rouge et tremblant de rage, le doigt manucuré de Warren Caldwell a pointé vers le visage de l'adolescent. « Je t'avais dit de rester à ta place, mon garçon. » Les mots flottaient dans la cabine comme de la fumée. Les passagers toxiques et suffocants fixaient leur smartphone déjà levé pour capturer ce qui deviendrait inévitablement l'indignation virale de demain. Les agents de bord se sont déplacés d'urgence dans l'allée, encore trop loin pour intervenir pendant 3 battements de cœur. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. Un tableau de la tension américaine à 36 000 pieds. Puis, 7 rangées plus loin, un homme s'est levé. Rien de remarquable chez lui. Taille moyenne, dans la soixantaine. Visage buriné sous le sel et cheveux couleur poivre, le genre d'homme que vous croiseriez 100 fois sans le remarquer, mais quelque chose dans son mouvement délibéré, dans l'autorité tranquille de sa posture, commandait l'attention. « Asseyez-vous, monsieur », a crié un agent de bord. « Nous avons besoin que tout le monde reste assis pendant que nous. » « Je ne peux pas faire ça. » La voix de l'homme portait clairement, pas élevée, mais résonnant avec un accent inattendu et un objectif indéniable. Pas cette fois. Ce qui s'est passé dans les 17 minutes suivantes allait changer à jamais la vie de tous les passagers de cet avion, révélant des secrets enfouis depuis longtemps, remettant en question des croyances profondément ancrées et montrant comment les actes les plus courageux viennent souvent des sources les plus inattendues. Mais pour comprendre pourquoi un vétéran du Vietnam à la retraite, avec un secret de 40 ans, risquerait tout pour défendre un garçon qu'il n'avait jamais rencontré, nous devons retourner là où tout a commencé, 6 heures plus tôt, à la porte C-42 de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Marcus Williams détestait voler. À 16 ans, il n'avait pris l'avion que 2 fois auparavant, une fois, quand il était trop jeune pour s'en souvenir, et une fois l'année dernière, pour les funérailles de sa grand-mère à Chicago. C'était un vol court, un peu plus d'1 heure, à peine assez de temps pour que l'anxiété s'installe. Ce Los Angeles à 4h30 de route était différent, non pas qu'il l'admette à qui que ce soit, et encore moins à son père. « Tu as ta carte d'embarquement ?» demanda le docteur David Williams pour la 3e fois en 15 minutes. L'anxiété de son père se manifestait par une habitude obsessionnelle de passer en revue les listes de contrôle. Un trait qui lui avait été utile en tant que chirurgien cardiothoracique parmi les plus respectés d'Atlanta, mais qui pouvait être épuisant pour sa famille. « Oui, papa, c'est dans le portefeuille que tu m'as donné. Comme les 2 dernières fois que tu as demandé. » Marcus essaya de contenir sa voix. Son père était seulement minutieux, voulant seulement s'assurer que son enfant unique, son héritage, comme il l'appelait parfois Marcus de manière embarrassante dans ses discours publics, arriverait à bon port au National Science Decathlon. « Et tu as tes fichiers de présentation sauvegardés sur ton ordinateur portable, dans le cloud et sur une clé USB ? Je t'ai aussi envoyé un email avec tout ça, ainsi qu'au professeur Diaz. » Marcus adoucit le ton en voyant les épaules de son père se détendre progressivement. « Papa, je m'en occupe. Le comité ne va pas redescendre ma place en finale juste parce que je suis en retard de quelques minutes au dîner d'avant-compétition. » Le docteur Williams expira lentement, sa grande silhouette se calmant tandis qu'il posait ses 2 mains sur les épaules de son fils. À 16 ans, Marcus faisait déjà sa taille, 1,91 m, bien que plus mince. Tous les angles et le potentiel là où son père était solide certitude, ils partageaient les mêmes yeux marron profonds, la même détermination sur leur mâchoire, les mêmes mains avec de longs doigts adroits, mains de chirurgien, bien que Marcus soit déterminé à l'astrophysique, pas à la médecine. « Je sais que tu le fais. Je viens de dire ça. » Son père s'arrêta et Marcus reconnut la lutte interne familière entre le parent hélicoptère et l'homme déterminé à élever un fils indépendant. « Je suis fier de toi, pas seulement pour la compétition, mais pour la façon dont tu gères tout ça. » Tout ça, l'euphémisme poli pour l'absence de sa mère, pour la blessure encore vive de son départ il y a 11 mois pour un congé sabbatique à Paris, qui avait duré de 6 semaines à indéfini,
pour la façon dont Marcus avait intensifié ses efforts en gardant ses notes parfaites tout en apprenant à cuisiner, en aidant à la gestion du ménage sans jamais se plaindre, même lorsque ses amis passaient les week-ends au centre commercial ou à jouer à des jeux vidéo. Merci, papa. Marcus accepta les excuses implicites avec un petit sourire. Mais je devrais vraiment faire la queue. Ils embarquent déjà mon groupe. Le docteur Williams hocha la tête, puis surprit son fils avec une étreinte féroce, une rare démonstration publique d'affection de la part d'un homme dont le comportement professionnel s'étendait généralement à sa vie personnelle. Appelle-moi quand tu atterriras, et encore avant la compétition demain. Et après, gagne ou perd, je connais l'exercice. Marcus rendit l'étreinte brièvement, puis mit son sac à dos sur son épaule. Je dois y aller. Je t'aime. Je t'aime aussi, fils. Ils se séparèrent, et alors que Marcus rejoignait la file d'embarquement, il ressentit les émotions contradictoires familières qui caractérisaient sa relation avec son père, irritation face à la gratitude planante pour l'attention que cela représentait, et un désir irrésistible d'être à la hauteur des attentes placées sur ses épaules, non seulement en tant que fils du docteur David Williams, mais en tant que jeune homme noir, dont chaque réussite était encore en quelque sorte considérée comme exceptionnelle plutôt qu'attendue dans certains cercles. Venait à l'origine. L'hôtesse de l'air portait le nom d'Amara. Son badge indiquait Amara. Elle hochait la tête et continuait son chemin dans l'allée avec une efficacité éprouvée. Michael retourna à la fenêtre, les regardant percer une couche de nuages dans le bleu intense au-dessus. Il n'était pas censé être sur ce vol. Il n'était pas censé voyager du tout. Il y a 3 jours, il s'occupait joyeusement de son jardin dans la petite maison qu'il possédait depuis 30 ans à 2/4, juste à l'extérieur d'Atlanta, ne prévoyant rien de plus aventureux qu'un dîner avec la famille de sa fille dimanche. Puis vint l'appel téléphonique qui changea tout. Le docteur Assa Patel. Sa voix était douce mais directe. Les tests confirment ce que nous soupçonnions. Cancer du pancréas, stade 4, Caviche. Je suis vraiment désolé. 4 à 6 mois, c'était le pronostic, peut-être un peu plus long avec un traitement agressif, mais pas beaucoup, et au prix de passer le temps qu'il lui restait malade à cause de la chimiothérapie. Michael avait écouté calmement, posé des questions pratiques, remercié le docteur pour sa candeur. Seulement après avoir raccroché s'il s'était permis de s'asseoir lourdement dans son fauteuil préféré, celui avec le revêtement délavé que sa défunte épouse avait toujours menacé de remplacer, et de considérer ce que ce verdict signifiait. Pas de peur à 66 ans, ayant survécu à des choses qui auraient dû le tuer des décennies plus tôt, Michael était étonnamment à l'aise avec l'idée de sa propre mortalité. Pas même la tristesse exactement, bien qu'il regretterait de ne pas voir ses petits-enfants grandir, de perdre le jardin qu'il avait cultivé pendant des décennies, des plaisirs simples de sa vie tranquille. Il savait que ce qu'il ressentait était un sentiment soudain et urgent d'affaires inachevées, de comptes à régler avant de quitter ce monde. C'est pourquoi, 48 heures après avoir reçu sa condamnation à mort, il avait acheté un billet de dernière minute pour Los Angeles, fait une petite valise, et écrit une lettre à sa fille expliquant son voyage inattendu, une lettre qu'elle ne voulait pas recevoir jusqu'à ce qu'il soit déjà parti. Première fois en avion. Michael se retourna pour trouver une jeune femme le regardant avec un sourire amical. Elle occupait le siège du milieu à côté de lui, son hijab encadrant un visage qui ne pouvait pas être beaucoup plus âgé que ses filles. Non, répondit-il en lui rendant son sourire. Juste ma première fois depuis longtemps avec quelque chose d'important à l'autre bout du fil. Moi aussi, dit-elle en tendant la main, je suis Fatima et je commence une résidence au centre médical de l'UCLA. Michael, lui répondit-il en lui serrant la main en remarquant sa prise ferme. Félicitations pour la résidence, ma fille est médecin en oncologie pédiatrique, c'est un travail exigeant, mais c'est le meilleur genre. Fatima répondit. Puis-je vous demander ce qui vous amène à Los Angeles? Michael hésita. Il avait préparé une couverture, il venait rendre visite à un vieil ami, voir des sites qu'il avait toujours eu l'intention d'explorer, mais il se retrouva contre toute attente réticent à mentir à cette jeune femme avec son regard direct et son intérêt sincère. Je vais réparer une vieille erreur, dit-il finalement, quelque chose que j'aurais dû faire il y a de nombreuses années. Les sourcils de Fatima se levèrent légèrement, mais elle hocha la tête comme si c'était une explication parfaitement raisonnable. Ça demande du courage.
La plupart des gens laissent les vieilles erreurs enfouies. Peut-être ou peut-être qu'attendre si longtemps était la vraie lâcheté. Michael se tourna vers la fenêtre, signalant la fin polie de la conversation. Fatima sembla comprendre, en ouvrant le journal médical qu'elle avait placé dans la pochette du siège. La conversation prit Marcus au dépourvu. Il hésita, ne sachant pas si s'engager était sage, mais décida que la civilité était l'approche la plus sûre. Je participe au National Science Décathlon. C'est une compétition de physique. C'est ça? Les sourcils de Caldwell se levèrent légèrement. Impressionnant, vous devez être assez intelligent. Le compliment, délivré avec une note de surprise qui en sapait la sincérité, était typique des éloges indirects que Marcus recevait souvent. Le sous-texte tacite était toujours, pour quelqu'un comme vous. Il est finaliste. Sophie intervint, l'une des 12 seules du pays. Son projet porte sur les ondes gravitationnelles issues de la fusion de trous noirs binaires. Caldwell la regarda, puis regarda à nouveau Marcus. Son expression devint illisible. Fascinant, et que font vos parents? La question, sous-entendant que les réussites académiques de Marcus s'expliquent par des circonstances parentales extraordinaires, était une autre micro-agression familière. Marcus gardait néanmoins son sang-froid. Mon père est chirurgien cardiothoracique, ma mère est professeure de littérature comparée. Une lueur passa dans les yeux de Caldwell. De la surprise, peut-être, ou la prise de conscience gênante que ces hypothèses étaient remises en question. Il prit une autre gorgée de son scotch. Tant mieux pour toi, c'est toujours encourageant de voir des jeunes d'horizons divers exceller académiquement. Cela montre ce qu'on peut accomplir avec les bonnes opportunités. Chaque pause, chaque insistance prudente, impliquait lourdement que les réussites de Marcus étaient exceptionnelles pour sa race, qu'elles résultaient d'opportunités spéciales plutôt que de ses propres capacités. Son succès était en quelque sorte dû au système qui l'avait permis, plutôt qu'à Marcus lui-même. Sophie se raidit à côté de lui, ouvrant la bouche pour répondre, mais Marcus secoua subtilement la tête. Il avait appris depuis longtemps qu'affronter directement un langage aussi codé était rarement positif. Mieux valait le laisser passer pour préserver son énergie pour les batailles importantes. Merci, dit-il, retournant simplement à son téléphone, signalant clairement qu'il réfléchissait à la conversation. C'était fini, mais Caldwell, enhardi peut-être par l'alcool ou frustré par le refus de Marcus de s'engager dans ses provocations, n'était pas terminé. Vous savez, quand j'étais enfant, nous n'avions pas tous ces programmes spéciaux et ces initiatives en matière de diversité, nous devions mériter nos réussites uniquement par le mérite. La déclaration flottait dans l'air, son défi était indéniable. Marcus sentit son rythme cardiaque augmenter, la montée d'adrénaline familière qui accompagnait la navigation dans ces interactions tendues avant qu'il ne puisse décider comment ou s'il devait répondre. Sophie intervint, c'est drôle de voir comment le mérite seul semblait toujours favoriser certaines catégories démographiques. À l'époque, dit-elle sur un ton conversationnel, mais ses yeux perçaient, presque comme si le système avait été conçu de cette façon. Caldwell se tourna vers elle, son expression se durcissant. Jeune femme, vous ne comprenez clairement pas comment fonctionne le monde réel de nos jours. Le pendule a tellement basculé dans l'autre sens que les candidats qualifiés sont ignorés au profit du respect des quotas de diversité. C'est de la discrimination inversée, c'est aussi simple que cela. Que vous est-il arrivé? Sophie demanda innocemment, avez-vous été ignoré pour quelque chose? Marcus faillit s'étouffer devant sa franchise. Le visage de Caldwell rougit, la couleur montant de son col jusqu'à la racine de ses cheveux dans une vague de rouge modelé. J'ai eu une carrière très réussie, dit-il d'un ton sec, mais j'ai vu cela arriver à des collègues. Des gens talentueux sont ignorés parce qu'ils ne correspondent pas aux critères démographiques. Ça doit être très difficile pour eux. Sophie répondit d'une voix dégoulinante de fausse sympathie, presque aussi difficile que des siècles d'exclusion totale. Les yeux de Caldwell se plissèrent. Vous êtes très jeune, vous comprendrez mieux quand vous aurez plus d'expérience de la vie, tous les deux, il inclut Marcus dans son regard. Le monde n'est pas aussi simple qu'on vous l'apprend dans vos cours de sciences sociales. Vous avez raison, dit Marcus doucement, incapable de rester silencieux plus longtemps. C'est beaucoup plus complexe, c'est pourquoi les récits simplistes sur le mérite et la diversité passent complètement à côté de l'essentiel. Oh oh.
Caldwell haussait un sourcil. Et à quoi bon, d'après vos 16 ans de sagesse? Marcus soutint son regard avec constance. Le véritable mérite ne peut se mesurer que sur un pied d'égalité, et malgré des progrès significatifs, ce domaine est encore loin d'être égal. Une perspective pratique pour quelqu'un qui bénéficie du système actuel, à peu près aussi pratique que la vôtre pour quelqu'un qui en a bénéficié. Lors de la précédente conversation, l'échange avait dégénéré au-delà de ce que Marcus avait prévu et il vit l'expression de Caldwell passer de la condescendance à une colère sincère. L'homme ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'agent de bord James, qui apparut à côté de leur rangée avec un timing d'entraînement. « Comment ça va, ici ? Puis-je avoir quelqu'un à resservir ou un autre en cas ?» Sa question amicale était clairement stratégique. Une intervention professionnelle dans ce qu'il avait correctement identifié comme une situation qui s'envenimait. Caldwell semblait se rendre compte qu'il était sur le point de franchir une ligne qui pourrait attirer l'attention des autorités. Il se ressaisit visiblement. « Je vais bien, merci, dit-il sèchement. « Puis-je avoir de l'eau » demanda Marcus, reconnaissant l'interruption. « Pareil pour moi, s'il vous plaît » ajouta Sophie. James acquiesça, s'approchant directement, « Monsieur » il s'adressa directement à Caldwell. « J'ai remarqué que vous aviez terminé votre scotch. Voulez-vous un autre scotch, ou peut-être un café ? Nous allons bientôt servir un deuxième service de boisson. » L'accent subtil sur le café était une façon pour James de suggérer que plus d'alcool n'était peut-être pas le meilleur choix. Caldwell sembla saisir le sous-entendu et se raidit légèrement. « Un café serait parfait, dit-il. » James s'éloigna en promettant de revenir rapidement avec leur boisson. Un silence gêné s'installa au rang 16. Caldwell retourna à sa tablette, son langage corporel fermé et défensif. Sophie échangea un regard avec Marcus, qui exprimait à la fois des excuses et de la solidarité. Marcus lui adressa un petit sourire rassurant avant de fermer les yeux, feignant de dormir pour éviter tout autre engagement. Mais derrière ses paupières closes, son esprit s'emballait. La rencontre l'avait laissé déstabilisé, non seulement à cause du racisme à peine voilé de Caldwell, mais à cause de sa propre réaction. Il avait mordu à l'hameçon, engagé exactement le genre de confrontation que son père lui avait toujours conseillé d'éviter, le genre où, en tant que jeune homme noir, il avait tout à perdre et rien à gagner. La voix du docteur Williams résonna dans sa mémoire. « Ce n'est pas juste, fils, mais c'est la réalité. Tu dois être 2 fois plus contrôlé, 2 fois plus prudent, 2 fois plus conscient de la façon dont les autres te perçoivent. C'est épuisant, je sais que c'est exaspérant, mais jusqu'à ce que le monde change, c'est le fardeau que nous portons. » Marcus avait compris la vérité des paroles de son père dès son plus jeune âge. Il avait intériorisé le calcul constant du risque par rapport aux principes, la réglementation prudente du ton et d'expression, les décisions stratégiques sur le moment de s'exprimer et celui de laisser passer l'injustice sans la remarquer. C'était un ensemble de compétences qu'aucun adolescent de 16 ans n'aurait dû maîtriser et qui était devenu une seconde nature. Mais parfois, comme maintenant, coincé dans un tube de métal à 36 000 pieds à côté d'un homme dont le sectarisme occasionnel était d'autant plus insidieux qu'il était sous couvert de raison, le poids de ce fardeau était écrasant. Et le plus frustrant, c'était de savoir que ce léger inconfort, cette rencontre fugace, était insignifiante comparée à ce que d'autres subissent quotidiennement. Que la position de son père, son éducation, son privilège économique le protégeaient des réalités les plus dures d'être noir en Amérique. Si ce bref vol pouvait l'épuiser si complètement, que devait-il être pour ceux qui n'ont aucun répit, aucun tampon de privilège ? Cette pensée-là à la fois humiliée et renforcée. La prise blanche sur sa tasse de café en disait long. Chaque explication de Marcus, chaque question intelligente de Sophie, semblait le gratter comme du papier de verre sur une peau à vif. Lorsque l'annonce arriva qu'ils commençaient leur descente initiale dans la zone de Los Angeles, Marcel ressentit une vague de soulagement. L'épreuve était presque terminée. Il serait bientôt hors de cet avion, loin de Warren Caldwell et de son hostilité à peine voilée, concentré sur la compétition qu'il avait amenée à travers le pays. Mesdames et messieurs, ici le capitaine Rivera. Nous avons commencé notre descente vers l'aéroport international de Los Angeles. L'heure locale est 16h17 et le temps est clair, avec des températures autour de 72 degrés. Les agents de bord passeront en cabine pour une dernière vérification avant l'atterrissage.
Veuillez remettre vos sièges en position verticale, rangez vos tablettes et assurez-vous que tous vos effets personnels sont bien fixés sous le siège devant vous ou dans les compartiments supérieurs. Nous prévoyons d'atterrir dans environ 30 minutes. Merci d'avoir volé avec nous aujourd'hui. Alors que l'équipage de cabine commençait ses derniers préparatifs, Marcus remarqua Sophie en train de taper discrètement quelque chose sur son téléphone. J'envoie un SMS à mon père pour lui faire savoir que nous atterrissons bientôt, expliqua-t-elle en captant son regard. Il s'inquiète s'il n'a pas de mes nouvelles à chaque point de contrôle possible. Père divorcé classique, surcompensation. Mon père est pareil, dit Marcus avec un sourire. Il a probablement le suivi de vol ouvert en ce moment, en regardant notre petite icône d'avion se déplacer sur la carte. Parents, Sophie acquiesça, avec un roulement des yeux qui ne pouvait pas tout à fait cacher son affection. Peut-être que nous pourrions échanger nos numéros au cas où vous voudriez que quelqu'un vous fasse visiter Los Angeles pendant que vous êtes ici. Je vis pratiquement dans 2 villes, donc je connais tous les endroits non touristiques. L'offre la surprit et lui fit plaisir. Ce serait génial, en fait. Le programme du concours a du temps libre intégré, et j'étais prévu de simplement traîner à l'hôtel. Tragique, personne ne devrait visiter là et ne voir qu'un hôtel. Sophie tendit la main pour son téléphone. Donne-moi ton numéro et je t'enverrai un message. Pendant qu'ils échangeaient leurs coordonnées, Marcus était conscient que Caldwell les regardait avec des yeux plissés, sa désapprobation palpable. Mais, pour une fois, Marcus se retrouva complètement indifférent au jugement de l'homme. L'amitié de Sophie, car c'est ce qu'elle était devenue au cours de leur épreuve commune, ressemblait à une petite victoire, un rappel que des connexions pouvaient se former au-delà des frontières de race et d'origine, malgré les Warren Caldwell du monde. Tous les appareils électroniques doivent être rangés pour l'atterrissage, leur rappela Amara alors qu'elle descendait l'allée, vérifiant que les ceintures de sécurité étaient attachées et les sièges droits. Marcus et Sophie s'exécutèrent, s'installant alors que l'avion commençait sa descente plus prononcée vers Los Angeles. À travers la petite fenêtre, Marcus aperçut la ville tentaculaire émergeant de la brume, sa structure en forme de grille se résolvant progressivement en caractéristiques reconnaissables, autoroute, quartier, le littoral distinctif. Premières impressions ? Sophie demanda en remarquant son intérêt pour la vue. C'est vraiment long d'attendre d'être coincé dans les embouteillages, puis ça paraît encore plus long. Leur conversation légère continua pendant que l'avion descendait, une distraction bienvenue de la sensation d'estomac qui tombe à l'atterrissage et de la tension continue émanant de Caldwell. Lorsque l'avion atterrit finalement avec un léger choc, quelques applaudissements éclatèrent de la part des passagers nerveux, soulagés d'être en sécurité au sol. La routine familière après l'atterrissage commença. Le tintement du panneau de ceinture de sécurité s'éteignit, suivi du bruissement des gens cherchant leur téléphone et leur sac, malgré les annonces répétées de rester assis jusqu'à ce que l'avion atteigne la porte. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport international de Los Angeles. L'heure locale est 16h43. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce que l'avion soit complètement arrêté et que le commandant de bord ait éteint le panneau de ceinture de sécurité. Pour votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent, veuillez être prudent lorsque vous ouvrez les compartiments supérieurs, car des objets peuvent avoir bougé pendant le vol. Marcus sentit le nœud de tension dans ses épaules commencer à se détendre. Dans quelques minutes, il serait hors de cet avion, loin de Warren Caldwell, se concentrant sur le concours qui pourrait potentiellement assurer son avenir au MIT. L'épreuve du vol 1742 ne deviendrait qu'une autre histoire, une autre expérience à classer dans sa compréhension croissante du fonctionnement du monde et de sa place en son sein. À ses côtés, Sophie rassemblait déjà ses affaires, rangeant son livre dans un sac à dos coloré orné de pain et d'écussons. « Alors, pour le concours du lendemain, demanda-t-elle, à quelle heure présentez-vous ? Le tour préliminaire est à 10h. Si j'arrive à la finale, c'est à 15h. Je vous envoie de bonnes ondes, même si je suis sûr que vous n'en avez pas besoin. Quelqu'un qui peut expliquer la gravité quantique à un adolescent privé de sommeil dans un avion va probablement écraser une compétition scientifique. Marcus rit. Merci pour le vote de confiance et pour avoir rendu ce vol supportable. Je vous le renvoie, sans vous comme tampon, j'aurais peut-être jeté mon livre à l'Amérique des entreprises là-bas. Elle baissa la voix pour la dernière partie,
bien que Caldwell fût clairement à portée de voix. L'avion roula lentement vers la porte d'embarquement, s'arrêtant finalement avec une légère embardée. Le signal sonore des ceintures de sécurité retentit et les passagers se levèrent immédiatement. Universal se précipita pour débarquer, bloquant toute tentative de sortie ordonnée. « Laissez-moi obtenir votre numéro très rapidement », dit Marcus en cherchant son téléphone dans sa poche. Mais alors qu'il se tournait légèrement sur son siège pour le sortir, son coude heurta le bras de Caldwell, ce qui fit bouger sa tasse de café. Le liquide restant, une petite quantité seulement, éclaboussa la tablette de Caldwell qu'il tenait sur ses genoux. « Attention !» Caldwell claqua la voix suffisamment sèche pour attirer l'attention des passagers à proximité. Il attrapa une serviette et essuya rapidement l'écran. « Es-tu toujours aussi maladroit ou est-ce juste quand tu essaies d'impressionner ta petite amie ?» L'hostilité soudaine, la tentative délibérée de l'embarrasser devant Sophie et les passagers environnants, frappa Marcus comme un coup physique. Il sentit la chaleur lui monter au visage, non pas à cause de l'embarras, mais à cause de l'effort pour contenir la colère. « C'était un accident », dit-il d'une voix basse. « Je m'excuse pour cet accident. » Caldwell répéta sur un ton méprisant, indiquant clairement qu'il n'y croyait pas, tout comme si c'était un accident. « Quand vous avez interrompu mon travail pendant tout le vol, tout comme si c'était un accident. Vous n'avez pas pu baisser la voix ni rester chez vous. » Les accusations étaient tellement déconnectées de la réalité, si clairement ancrées dans quelque chose de plus profond que les interactions triviales des dernières heures, que Marcus resta momentanément sans voix avant de pouvoir formuler une réponse. Sophie intervint. « Sérieusement, on a marché sur la pointe des pieds autour de vous pendant tout le vol, alors que vous n'avez été que grossier et condescendant. C'était une petite chute, surmontez-la. » Le regard de Caldwell se posa sur elle, son expression se durcissant. « C'est précisément le problème de votre génération. Aucun respect, aucune responsabilité. Vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez sans conséquence et vous pensez pouvoir traiter les gens comme vous le souhaitez. » Sophie rétorqua, patiente. Les passagers, clairement épuisés, commençaient à prendre note de la confrontation, certains observaient ouvertement, d'autres faisaient semblant de ne pas entendre, tout en écoutant clairement. Marcus ressentit le poids de leur attention. Le jugement qui retomberait inévitablement sur lui, peu importe qui était en faute. « Et Sophie, c'est bon, dit-il doucement. Prenons nos bagages et partons. Et partagez dans les commentaires d'où vous regardez. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui explore des questions sociales importantes à travers des récits convaincants dans la fluorescence lumineuse du terminal de LAX. » Marcus, Sophie et Michael étaient assis dans une rangée de chaises en plastique inconfortables, attendant de faire leur déclaration à la police de l'aéroport après l'incident du vol 1742. L'ennui bureaucratique qui suit souvent les moments dramatiques, formulaire à remplir, compte à vérifier, procédure à suivre. « Il ne devrait pas vous faire attendre comme ça, » dit Sophie, dont l'indignation initiale s'était maintenant canalisée en plaidoyer impatient. « Vous êtes la victime ici. » « C'est bien, » répondit Marcus, bien qu'en vérité il était impatient de mettre toute cette expérience derrière lui pour se concentrer sur la compétition qui l'avait amené à Los Angeles en premier lieu. « Ils font juste leur travail, » répondit Michael, assis de l'autre côté de Marcus, observant les adolescents avec un intérêt discret. « Quelqu'un vous rencontre ici, Marcus ?» demanda-t-il. « Vos parents, peut-être ?»« Non, monsieur. Je suis ici pour le National Science Décathlon. Mon père est de retour à Atlanta. Il y a une navette des organisateurs de la compétition qui devrait m'attendre. » Marcus vérifia son téléphone et vit une série de messages de plus en plus inquiets de son père. « Je devrais probablement l'appeler, en fait. » « Et bien sûr, » hocha Michael. « Il sera inquiet. » Alors que Marcus s'éloignait pour passer l'appel, Sophie se tourna vers Michael. « Merci pour ce que tu as fait là-bas. C'était vraiment courageux. » Michael secoua légèrement la tête. « Non, courageux, nécessaire, il y a une différence. La plupart des gens ne se seraient pas impliqués, ils auraient juste regardé ou fait semblant de ne pas voir. » « Oui, » acquiesça Michael. « La plupart des gens font exactement cela. Je l'ai moi-même fait par le passé. C'est un regret. » Il y avait quelque chose dans son ton, dans le poids de ses mots.
Il suggérait à Sophie qu'il faisait référence à quelque chose de spécifique, à quelque chose de plus important que les compromis moraux quotidiens que la plupart des gens font. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un officier s'approcha. « Mademoiselle Chen, nous sommes prêts à prendre votre déposition. » Sophie se leva, regardant Marcus qui était toujours au téléphone avec son père. Il avait le dos tourné, arpentant lentement la salle d'attente. « Dis-lui que je reviens tout de suite », dit Sophie à Michael, qui hocha la tête avec assurance tandis que Sophie suivait l'officier. Michael observa Marcus. Sa posture droite, ses gestes prudents, sa façon posée de parler, même en racontant ce qui avait dû être une expérience humiliante. Il y avait quelque chose dans la dignité du jeune homme, dans sa réponse mesurée à l'injustice, qui éveilla des souvenirs douloureux chez Michael. Des échos d'une autre époque, un autre jeune homme confronté à la bigoterie avec la même indulgence. Marcus revint en glissant son téléphone dans sa poche avec un soupir. « Papa panique, il veut que je rentre directement à la maison. J'ai dû le dissuader de réserver un vol ici. Il s'inquiète pour toi. » « C'est naturel, » dit Michael. « Ouais, je sais, mais je me prépare pour cette compétition depuis des mois. » « Je ne vais pas laisser un crétin raciste faire dérailler ça, » répondit Marcus en se rasseyant, grimaçant légèrement en touchant sa joue, là où Caldwell l'avait frappé. « Est-ce douloureux ?» demanda Michael en désignant la marque qui commençait à apparaître sur la peau foncée de Marcus. Pas visiblement une empreinte de main, mais une zone distincte d'irritation. « Ça pique juste un peu plus ma fierté que tout, » répondit Marcus, tentant un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Je n'arrête pas de penser à comment j'aurais pu gérer la situation différemment. Peut-être si je l'avais juste ignoré complètement ou changé de siège. Non, interrompit Michael doucement mais fermement, ne te fais pas ça. La faute lui incombe entièrement, pas à ce que tu as fait ou n'as pas fait. C'est la nature insidieuse de telles rencontres. Elles te font te remettre en question alors que tu n'as rien fait de mal. Marcus étudia l'homme plus âgé avec une curiosité nouvelle. Tu as l'air de parler d'expérience. Michael resta silencieux un instant, considérant sa réponse. Je dis oui, même si j'ai une perspective différente et à une époque différente. Je suis arrivé dans ce pays en tant que réfugié en 1976, en provenance de ce qui était alors la Tchécoslovaquie. J'ai vite compris que la promesse d'égalité des États-Unis a toujours été compliquée. Vous avez dit quelque chose dans l'avion à propos d'hommes comme Caldwell, déjà vu dans un autre pays. Marcus se rappela ce que vous vouliez dire par là. Avant que Michael ne puisse répondre, ils furent interrompus par le retour de l'officier qui avait recueilli la déposition de Sophie. Marcus Williams, nous sommes prêts à vous accueillir et Monsieur Cavish vous parlera ensuite. Marcus se leva et Michael tendit brièvement la main pour lui toucher le bras. Souvenez-vous, dites clairement votre vérité. Ce qui s'est passé n'était pas ambigu et vous n'avez rien à avoir honte. Avec un signe de tête de remerciement, Marcus suivit l'officier jusqu'à un petit bureau à côté du terminal principal, où il raconta les événements du vol 1742, les tensions initiales, l'hostilité croissante de Caldwell et enfin le moment où les mots se transformèrent en agression physique. L'officier prit des notes, posa des questions de clarification et expliqua la procédure de dépôt de plainte si Marcus choisissait de le faire. L'agression sur mineur est une infraction grave, expliqua l'agent. Monsieur Caldwell est actuellement en détention et la décision de porter plainte vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de décider immédiatement, mais nous devons le savoir dans les prochaines 24 heures si vous souhaitez poursuivre. Le poids de cette décision pesait sur Marcus, car il considérait les implications. Porteur plainte signifierait des comparutions potentielles devant le tribunal. L'attention des médias se concentrerait sur lui, sur un récit qu'il n'avait pas choisi. Cela signifierait des distractions par rapport à ses études, à sa compétition, à son parcours soigneusement tracé vers le MIT et au-delà. Mais ne pas porter plainte signifierait permettre à Caldwell de ne pas subir de réelles conséquences pour ses actes. Peut-être continuer à traiter les autres comme il avait traité Marcus. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir, pour parler à mon père, demanda-t-il. Bien sûr, répondit l'agent en lui remettant une carte avec ses coordonnées. Appelez ce numéro lorsque vous aurez pris votre décision.
Peu importe ce que vous choisissez de faire concernant les accusations, nous avons suffisamment de déclarations de témoins pour prononcer une interdiction temporaire de la compagnie aérienne pour M. Caldwell. Lorsque Marcus retourna dans la salle d'attente, il trouva Sophie et Michael en conversation tranquille. Leurs têtes penchées l'une contre l'autre, comme s'ils partageaient des confidences. Ils levèrent les yeux en le voyant s'approcher. Sophie se leva immédiatement. « Comment ça s'est passé ? On arrête ce crétin, demanda-t-elle. Ils le retiennent pour l'instant. Je dois décider si je veux porter plainte. Marcus s'assit lourdement, le stress accumulé de la journée le rattrapant enfin. Bien sûr, tu devrais porter plainte, dit Sophie avec insistance. Il t'a agressé en public, avec des dizaines de témoins. Il devrait faire face aux conséquences. Michael resta silencieux, son expression pensive alors qu'il observait l'échange. Qu'en pensez-vous, monsieur Cavish, demanda Marcus, sincèrement curieux du point de vue de l'homme plus âgé. Michael réfléchit attentivement avant de répondre. Je pense que la justice prend de nombreuses formes, et le système juridique formel n'est que l'une d'entre elles. La question que vous devez vous poser est, quel résultat représenterait la vraie justice dans cette situation ? Est-ce une punition pour M. Caldwell ? Est-ce une responsabilité publique ? Est-ce quelque chose de complètement différent ? Avant que Marcus ne puisse envisager cette approche philosophique, son téléphone vibra avec un message texte. « C'est mon chauffeur de navette », dit-il en lisant la notification. « Il attend aux arrivées depuis presque 1 heure. Je dois y aller. Ma mère se demande probablement où je suis aussi, ajouta Sophie en vérifiant son propre téléphone. Mais rencontrons-nous pendant que vous êtes là, d'accord ? Peut-être demain après votre compétition. Je veux savoir comment ça se passe, ça a l'air génial. Marcus acquiesça, reconnaissant pour cette amitié au milieu du chaos de la journée. Ils échangèrent une rapide accolade, la brève connexion transmettant plus de soutien que les mots ne pouvaient exprimer. Alors que Sophie partait avec un dernier signe de la main, Marcus se tourna vers Michael, soudainement réticent à quitter l'homme qu'il avait défendu de manière si inattendue. « Monsieur Cavish, je ne sais pas comment vous remercier correctement pour ce que vous avez fait aujourd'hui. »« Aucun merci n'est nécessaire, » assura Michael. « Mais peut-être que si tu es d'accord, nous pourrions nous revoir pendant ton séjour à Los Angeles. Je serais intéressé d'en savoir plus sur ton concours scientifique et je pourrais peut-être t'offrir un point de vue sur ta décision de porter plainte. » Quelque chose dans les manières de l'homme plus âgé, sa dignité tranquille, ses yeux pensifs, le soupçon d'une compréhension commune qui transcendait leurs différences évidentes, résonna chez Marcus. Bien qu'ils viennent de se rencontrer dans des circonstances très inhabituelles, il ressentait une connexion avec Michael qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. « J'aimerais bien, » dit Marcus, surpris par la sincérité de sa réponse. « Je séjourne à l'hôtel Westside près de Ucla. Le concours se déroule jusqu'à demain après-midi. » « Parfait, peut-être un dîner demain soir. Je connais un petit restaurant à proximité. Rien d'extraordinaire, mais la nourriture est excellente. » Michael sortit une carte de visite de son portefeuille et la tendit à Marcus. « Mon numéro si tu décides de me rencontrer. » Marcus accepta la carte, notant le design simple, Michael Cavish, maître charpentier, avec un numéro de téléphone et une adresse email. « Je t'appellerai demain après le concours, » promit-il, glissant la carte dans sa poche. « Merci encore, monsieur Cavish. Tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait. » Michael répondit simplement, « Bon voyage à ton hôtel, Marcus, et bonne chance avec tes ondes gravitationnelles. » Surpris et heureux que Michael se soit souvenu du sujet de son projet, Marcus sourit d'un sourire sincère cette fois, le premier depuis l'incident dans l'avion. Avec une dernière poignée de main, il mit son sac à dos sur son épaule et se dirigea vers la sortie où son chauffeur patient l'attendait. Tandis qu'il naviguait dans le terminal bondé, Marcus trouva ses pensées oscillant entre la compétition à venir, la décision de porter plainte et la figure énigmatique de Michael Cavish. Quelque chose dans l'intervention de l'homme plus âgé semblait significatif au-delà des circonstances immédiates, comme si leur rencontre sur le vol 1742 n'avait pas été qu'une coïncidence, mais une convergence de chemins qui étaient censés se croiser. C'était une pensée inhabituellement mystique pour un jeune scientifique dévoué au monde rationnel de la physique et des mathématiques. Pourtant,
Alors que Marcus sortait dans les basses chaleurs du soir de Los Angeles, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette journée, avec tous ces rebondissements inattendus, avait déclenché des événements dont il n'avait pas encore pleinement compris la signification. Dans une petite salle d'attente dans une autre